Bienvenue dans le podcast Autour d'un café éclairé, qui mêle naturopathie, science et médecine le temps d'un café en votre compagnie. Moi, c'est Mathieu Dorido, naturopathe et praticien en santé fonctionnelle. Ce podcast a pour but, au travers des différents épisodes, de nous en apprendre plus sur les fonctions de notre corps et sur la vision de la naturopathie moderne et scientifique. Alors, préparez-vous une boisson et rejoignez-moi autour d'un café. Je vous souhaite une agréable écoute. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour l'épisode 5 du podcast Autour d'un café éclairé. Et aujourd'hui, avec Laura Kaufmann, on va parler du stress. Alors déjà, bonjour Laura. Bonjour. Petite précision, je ne vais pas rentrer dans les explications poussées du fonctionnement du stress, ça fera l'objet du prochain podcast, donc le numéro 6. Tout d'abord, pourquoi le stress? Parce que c'est une problématique qui est de plus en plus fréquente et qui peut entraîner des problèmes de santé sur le moyen, long terme, et c'est ce qu'on veut absolument pas. Et on subit un quotidien qui est de plus en plus étouffant, provoquant une charge mentale qui est de plus en plus importante. Le travail, la famille, la maison, les crédits, les réseaux sociaux, le climat, les politiques, et j'en passe. C'est autant de facteurs conscients ou d'ailleurs inconscients qui provoquent notre stress au quotidien. Et du coup, avec Laura, on va voir aujourd'hui les différentes prises en charge du stress, celles qui peuvent se faire, celles qui devraient être faites d'ailleurs. Et c'est pourquoi on parlera de la vision respective de la psychomotricité, que Laura va nous présenter juste après, et de la naturopathie et leurs différents axes de travail et leur complémentarité. Alors du coup, Laura, première question déjà, est-ce que tu peux te présenter ton métier? Oui, bien sûr, avec plaisir. Moi, je suis psychomotricienne. Je travaille, en cabinet libéral. Pour ceux qui connaissent pas encore la psychomotricité, en fait, c'est une thérapie qui va, s'occuper à la fois de la motricité du patient, de ses capacités cognitives et aussi de sa gestion émotionnelle. Donc vraiment, en psychomotricité, on observe le patient et on accompagne le patient dans sa globalité. Voilà. Ok, donc on a vraiment le côté prise en compte du stress qui va nous intéresser aujourd'hui. Et du coup, comment aménager le quotidien de ton patient pour limiter les pics de stress? Mmh. Ouais, tout à fait. En fait, c'est intéressant de parler du stress parce que le stress aujourd'hui, je trouve que c'est un gros mot dans lequel on attribue beaucoup, beaucoup de choses. Finalement, le stress, ça peut, être un petit peu plus détaillé, je trouve, quand on reçoit nos patients ou toi, quand tu reçois même tes consultants en naturopathie. Le stress, déjà, ça peut être, enfin, dû à plein de facteurs, comme tu l'expliquais en introduction et je trouve que c'est important quand même de détailler un petit peu les causes du stress chez la personne qui vient consulter. Parce que forcément, ça n'a pas les mêmes répercussions et on ne traitera pas le patient de la même manière en fonction des causes du stress. Ouais, je suis complètement d'accord. Les facteurs sont tellement différents que les prises en charge devraient être personnalisées et c'est bien ce que fait d'ailleurs la psychomotricité. Mm. Et comme tu disais, le stress, c'est tout et c'est n'importe quoi. Est-ce que toi, avec ta vision de psychomotricienne, tu serais capable de donner une définition du stress? Mm. Alors, honnêtement, quelqu'un qui viendrait me voir, et qui exposerait, entre guillemets, «uniquement un stress», je pense qu'on irait déjà creuser beaucoup sur le temps d'anamnèse. L'anamnèse, c'est vraiment l'entretien qu'on fait, avec le patient en début de consultation, lors des premiers rendez-vous, pour savoir finalement, déjà, le stress, d'où il vient, qu'est-ce qui l'impacte? Est-ce qu'il impacte plus la sphère motrice corporelle? Est-ce qu'il impacte plus je sais pas, les capacités de mémorisation de la personne, ou alors est-ce que ça impacte plutôt la gestion émotionnelle avec des moments où la personne se sent vraiment épuisée ou très triste, etc. Voilà, encore une fois, c'est important de détailler ça. Quelle définition je donnerais au stress? En tout cas, c'est une réaction du corps qui est normale à la base, qui nous aide quand même à savoir comment réagir face à une situation qui peut être urgente pour nous. Donc c'est une réaction qui est physiologique et qui est saine. C'est juste que quand la dose de stress est telle et que le patient n'arrive plus finalement à gérer cette dose de stress et qu'il y en a tous les jours, tout le temps, à répétition, là, ça devient problématique. Et là, pour moi, il faut consulter un professionnel.
Mhm. Ouais. Je rebondis du coup, moi, avec la vision de la naturopathie. On va aussi aller regarder ouais, les différentes causes du stress. Nous, pas au niveau corporel du coup, mais plutôt au niveau métabolique, parce que on a des causes vraiment au sein du corps qui peuvent provoquer ou influer le stress. Autant on ne gère pas comme toi, tu pourrais peut-être gérer les événements extérieurs, la façon dont on les voit, qui est plus relié du coup à la psychologie et comment on va les gérer. Mais tout ça, ça a un impact sur le corps. Les neuromédiateurs qui ont fait l'objet du podcast numéro 3 du coup, ça peut aussi influer sur la digestion. La digestion influe sur les neuromédiateurs, ces petites molécules qui viennent connecter nos neurones et qui influent notre vision. Donc encore une fois, la pluridisciplinarité dans les prises en charge, je trouve ça vraiment super intéressant puisqu'on ne regarde pas les mêmes choses, mais au final, on travaille sur le symptôme du stress et comment est-ce que les gens le ressentent. Et je vais rebondir sur un autre point qui est l'âge du stress. Parce que j'ai fait un article, on m'avait demandé un article sur Instagram il y a quelques temps sur les traumatismes de l'enfance, comment ça pouvait influer sur l'adulte et la vision dont il a. Et j'ai trouvé, après maintes recherches, qui étaient vraiment très très intéressantes, que le stress, ça commençait dans le ventre de maman. Quand Tout à fait. maman Mm, ressent du stress, nous aussi on ressent du stress. Alors, toi Laura, je sais que tu accompagnes beaucoup les enfants. Du coup, mm. tu aurais peut-être encore plus de précision sur comment est-ce que ça peut se manifester chez l'enfant. Est-ce que les traumatismes qui sont déjà là, qui sont même en train de vivre, puisque c'est leurs premières années, comment est-ce que ça se manifeste chez ces enfants? Mais justement, c'est intéressant ce que tu dis. Déjà en psychomotricité, on s'intéresse à la personne de sa naissance jusqu'à sa fin de vie. Donc on peut vraiment recevoir un large panel de patients, c'est-à-dire à peu près tout le monde. Moi, je me suis spécialisée dans l'accompagnement des jeunes enfants, donc des bébés et des enfants. Euh, En effet, alors il y a plein d'études, hein, ça je pense que sur le plan scientifique, c'est plus toi qui peux apporter des réponses là-dessus. Mais en effet, maintenant on est au courant de ce qui se passe au niveau intra-utérin dans les échanges maternofétaux entre, voilà, entre l'enfant, entre le fœtus et la maman. Euh, il y a des échanges de cellules, il y a des échanges de, c'est pas vraiment des échanges d'émotions, mais en tout cas, c'est sûr qu'une maman qui va ressentir du stress, etc., euh, ça peut impacter le bébé. Après, là où je mets une grosse, grosse vigilance, c'est que la mère n'est pas responsable du traumatisme de son bébé. Voilà. Là, il faut qu'on soit bien clair là-dessus. C'est que il y a un contexte de vie parfois qui fait qu'il y a des événements qui peuvent être plus stressants pour la mère et voilà, et il y a des choses qui se transmettent au bébé. Euh, A priori, avec un bon accompagnement médical pendant la grossesse, etc. Voilà, ça peut être, ça peut être correctement suivi. Après, comment je le vois en psychomotricité quand il y a du stress chez les enfants, et ben, c'est surtout au niveau corporel en fait que ça se manifeste. Chez les très jeunes enfants, par exemple, c'est compliqué encore pour eux de verbaliser leurs émotions, même de les reconnaître, etc., de les identifier. Donc en fait, les choses vont beaucoup, beaucoup s'exprimer par le corps. Ça peut être un enfant qui se met à être beaucoup plus agité, ou à manifester un comportement particulier par rapport à d'habitude. Ça peut être un enfant qui s'éteint et qui se replie aussi complètement sur lui-même, qui s'isole. Euh, il y a beaucoup de manifestations corporelles. Je pense que c'est important de dire que l'observation de son enfant, ça passe aussi et d'abord par son corps, en fait, par qu'est-ce qui montre dans son corps. Et ça nécessite du coup un petit peu d'observation, d'attention, et sans forcément le stimuler et sans forcément toujours lui demander comment il va, etc. Mais voilà, moi je conseillerais ça aux personnes, c'est regarder vos enfants, parce que vraiment c'est une source de communication, le corps, chez eux à cet âge-là. Donc, voilà. Mhm. Ouais, ouais. Moi, je tiens aussi à dire que c'est pas la faute de maman, du coup, hein, les stress qu'elle subit qui communiquent à l'enfant. Pour donner un peu plus de précision, du coup, quand on subit un stress au niveau du corps, on a une libération de cortisol, c'est une hormone qui vient accélérer notre corps pour répondre à des stimuli qui nous sont
inappropriées, qui nous mettent dans des situations délicates, et il faut qu'on puisse répondre à ces situations. Et en fait, ce cortisol a la faculté de passer le placenta et de se retrouver dans l'enfant et de lui communiquer ce stress. Mais c'est normal que durant une grossesse, on subisse du stress, et c'est pas ça qui conditionne tout l'enfant. Derrière, j'avais une question qui me venait. Est-ce que toi, en tant que psychomotricienne, tu peux travailler sur les traumatismes des enfants, puisque c'est l'âge en fait où on crée ces traumatismes. Est-ce que tu es capable de les éviter, ces traumatismes? Parce que nous, en naturopathie, autant on va pouvoir travailler sur le corps, sur l'apaisement, sur les neuromédiateurs, sur tout ce qui va avec, mais on ne peut pas éviter les traumatismes. Est-ce que Mm. toi, t'en es capable? Alors, honnêtement, j'ai pas la réponse de est-ce qu'on peut éviter un traumatisme? Enfin, je veux dire, un traumatisme, c'est quand même dû à une situation, à un instant T qui est vécu par l'enfant ou par la personne, euh, qui n'arrive pas finalement à être digéré par le cerveau, parce qu'un traumatisme, c'est quelque chose de très spécifique hein, sur le plan médical, pour le coup. Euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de psychologues aussi qui se spécialisent, par exemple, dans le stress post-traumatique parce que c'est vraiment quelque chose à part entière, le trauma. Euh, Après, en psychomotricité, encore une fois, nous, on travaille aussi beaucoup en pluridisciplinarité. Honnêtement, s'il y a un traumatisme qui est ancré, qui est avéré, ou quand on reçoit l'enfant, le médecin nous note voilà, qu'il y a eu un traumatisme, etc., ou alors que c'est la famille qui nous le partage, je pense pas qu'on resterait isolé en psychomotricité. En fait, nous, on va pouvoir intervenir au niveau global, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On va pouvoir travailler sur sa gestion émotionnelle, sur sa capacité à verbaliser aussi ce qu'il ressent. Euh, on va travailler aussi sur son aisance motrice, son aisance dans son corps pour essayer d'apaiser les choses un petit peu. On va travailler en relaxation. Voilà, il y a plein de choses à faire en psychomotricité, mais je pense que vraiment, s'il y a un traumatisme avéré, on travaillera en pluridisciplinarité avec un ou une psychologue Ok, ou psychiatre. ok, ok. Encore une fois, le terme pluridisciplinarité qui est important dans les accompagnements, surtout avec le stress qui est tellement plurifactoriel, c'est très très important. Du coup, Laura, comment toi tu accompagnes les personnes qui subissent un stress? Est-ce que tu as des axes déjà de travail qui sont un peu prédéfinis ou est-ce que tu n'en as pas du tout? Ça dépend des personnes. Bah, c'est-à-dire que dans tous les cas, on va travailler sur les trois domaines majeurs que je t'ai cités tout à l'heure. On passera pas à côté de l'un, sauf si vraiment il y en a un qui est très bien géré. Mais en fait, tout est imbriqué, hein. On n'est qu'une et même personne, c'est-à-dire qu'on fonctionne de manière avec osmose, en fait, en osmose. Donc, s'il y a quelque chose qui dysfonctionne un petit peu au niveau moteur, ça va forcément impacter à un moment donné la gestion émotionnelle et ça va forcément impacter à un moment donné la cognition. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas isoler le travail sur une entité. Tu vois ce que je veux dire? Après, des protocoles déjà tout faits, encore une fois, bon, moi, je travaille pas trop comme ça. J'ai des protocoles en tête, j'ai eu des formations spécifiques avec, par exemple, euh, des outils, des médiations corporelles spécifiques, type relaxation. Dans la relaxation, on peut y mettre plein de différentes relaxations, hein. Il y a Soubiran, il y a Feldenkrais, il y en a plein, plein, plein. Donc, tout dépend aussi de ce qui convient à la personne sur le moment. Il y en a qui sont passives, il y en a qui sont actives au niveau des relaxations. Je crois que j'ai pas encore reçu de patient qui m'a dit bah voilà mon stress est dû à ça ou mon anxiété est due à ça et je me suis pas dit ok je lui fais ce protocole là avec telle relaxation etc. Par contre forcément ça va m'aiguiller moi par rapport au choix de mes outils. Ça, c'est évident. Mais honnêtement, chaque patient est différent, chaque cause de stress est quand même différente, même s'il y en a qui sont un petit peu redondantes. Ça peut être une charge mentale extrême ou ça peut être des choses comme ça. Mais honnêtement, même pour une même cause, je pense pas que les patients aient exactement les mêmes besoins et aient besoin des mêmes outils, en fait. Donc non, j'ai pas de choses prédéfinies. J'ai une boîte à outils qui est énorme, dans laquelle je peux vraiment piocher. Mais par contre, je prédéfinis pas des protocoles avec mes patients. Mais ça, c'est un choix. Ok, ouais, on partage vraiment pour le coup les mêmes valeurs. Parce que moi je fonctionne pareil.
On a une boîte à outils qui est énorme en naturo, entre la phytothérapie, la micronutrition, les techniques de relaxation aussi Mm. auxquelles je suis formé, à la réflexologie, comme toi d'ailleurs, Ouais. et, euh, et la sophrologie. Mais on est tous différents, on vit des choses qui sont différentes. Si je parle vraiment du corps, on a un corps qui fonctionne, bon, normalement on fonctionne tous pareil, mais notre passé fait qu'on peut avoir des dysfonctions à droite, à gauche que la personne d'à côté n'aurait pas. Et donc, on va pouvoir vraiment travailler différemment. Je trouve que c'est vraiment important de ne pas faire du protocolaire, mais vraiment faire du personnalisé. Nous, enfin, ce qu'on va retrouver souvent en naturopathie, ce que je retrouve souvent en tout cas au cabinet, des personnes qui viennent me consulter, c'est quand elles ont subi un stress qui est trop intense, qui a duré trop longtemps, et en fin de compte, ça impacte le corps. Au moment où ça impacte le corps, il y a un gros travail à faire. On a souvent un épuisement des surrénales, la glande qui produit le cortisol dont je parlais tout à l'heure. Et on a plein de choses pour venir travailler sur cette gestion du cortisol, soit pour l'augmenter, soit pour le baisser, etc. Mais c'est vraiment intéressant du coup de pouvoir confronter les deux visions, puisqu'il y en a une qui permet de vraiment gérer les facteurs extérieurs, de vraiment gérer son quotidien, chose qui est très important, parce qu'on peut travailler autant qu'on veut sur un corps, venir le stabiliser, lui donner les clés pour arriver à une vitalité qui lui est correcte et qui puisse répondre correctement au stress. Une fois que c'est fait, si on a toujours autant de facteurs extérieurs qui viennent nous provoquer du stress, eh ben, rebelote quoi, c'est reparti pour un tour et Mm. c'est la porte ouverte à de nouveau des pathologies. Et des pathologies, j'en passe, ça peut passer par la maladie auto-immune, des maladies digestives assez graves, des déclenchements de cancer. Vraiment, la gestion du stress, je trouve que c'est quelque chose de très, de très actuel, encore plus dans notre société. Il faut que les personnes en prennent conscience et se fassent accompagner assez rapidement. Moi, je voudrais rebondir sur ce que tu dis, c'est que, en effet, le stress peut se redéclencher derrière s'il n'y a pas de modification au niveau de l'environnement, mais quand même, en ayant éprouvé physiquement dans son corps finalement des outils thérapeutiques qu'on aurait mis en place en séance, je crois que ça donne aussi un petit peu les clés à la personne. C'est-à-dire que entre une personne qui a du stress, une grosse charge mentale par exemple, je prends cet exemple, qui est sans outils, c'est-à-dire avec peu de conscience du corps, peu de conscience de ce qui lui arrive au niveau émotionnel, etc., qui va voir une psychomotricienne et qui aussi peut aller voir un naturo, un réflexologue, un peu ce dont elle a besoin. Je crois que quand le stress se redéclenchera la deuxième fois, il y aura quand même des restes des outils qu'elle aura pu éprouver en séance en amont avec le premier travail qu'elle aura fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Euh, voilà, j'avais envie d'ajouter ça parce que y a quand même une nécessité d'aller rencontrer un professionnel, d'aller éprouver dans son corps d'autres choses, d'autres sensations, d'autres techniques. Et je crois que ça, c'est important parce que le corps a une mémoire et on peut y faire appel quand il y a des situations qui sont un peu redondantes et qui reviennent. Ouais, ouais, carrément, je suis d'accord. Aller chercher des outils pour acquérir les outils, pour Mm. le faire sentir à son corps, ça permet derrière ben, déjà d'éprouver les sensations et de y revenir quand on sent que le stress est en train de monter. Ça, c'est super important et je te rejoins là-dessus. Et du coup, dernière question, comment on met en avant notre stress? Comment on le trouve? Comment on sait qu'on est stressé? Est-ce que tu as C'est une baguette intéressant. magique? Une baguette magique, waouh, j'aimerais bien. J'aimerais bien, mais je ne suis pas magicienne. Non, comment on ressent le stress, hein, c'est ça ta question? Comment on sait qu'on est stressé? Comment on sait qu'on doit aller rencontrer quelqu'un, qu'on doit prendre en charge ce stress? Mm. Déjà, quand on ressent un inconfort, et d'autant plus un inconfort qui dure dans le temps. L'inconfort, il peut être vécu au niveau corporel, c'est-à-dire on a de plus en plus de tension dans le corps, ou alors on a des maux de ventre ou des maux de dos à répétition, des maux de tête. Enfin bref, en tout cas, il y a des symptômes physiques qui sont redondants, qui passent pas, qui durent dans le temps. Ça peut être aussi un épuisement. Alors l'épuisement, il faut faire attention parce que ça peut être, encore une fois, hein, dû à plein plein de choses. Donc il faut toujours consulter son médecin généraliste hein, quand même si on a un épuisement qui est long. Mais en tout cas, le stress,
Ça a un impact absolument partout, dans notre corps, dans notre vie, dans notre vitalité, et cetera. Donc, premier conseil, c'est déjà de s'écouter un peu. On n'est pas dans une société où on nous permet de nous écouter, de nous poser. Quand on termine le boulot et qu'on prend le métro ou le bus ou je sais pas quoi, on écoute la radio, on se met sur son smartphone. En fait, on est tout le temps en activité, on se pose pas vraiment. Et à un moment donné, il faut vraiment que le symptôme, le mot soit fort et soit gros pour qu'on se dise: «Ah mince, là, il m'arrive vraiment quelque chose». En tout cas, moi, c'est ce que j'observe quand même dans les familles, dans les patients que je reçois et dans les consultants en réflexologie que je reçois aussi. C'est que souvent les gens attendent qu'il y ait vraiment quelque chose de fort à l'intérieur d'eux, quelque chose qui les déséquilibre à un moment donné. Donc voilà comment on peut repérer le stress. C'est déjà avoir un temps au quotidien, mais ça peut être juste 1 minute, 2 minutes, où on est dans notre douche et juste on ferme les yeux, on respire, on fait des respirations profondes, on fait de la cohérence cardiaque sur 1 minute peut-être, mais on s'écoute. Comment je me sens dans mon corps? Voilà, c'est un peu le scan de son corps et ça permet quand même de prendre la température de comment on se sent et de pas laisser forcément les choses, s'installer. En tout cas, on peut avoir ce pouvoir sur nous-mêmes, c'est de se prendre en main en se disant, bah, tiens, je me sens un peu différente par rapport à d'habitude. J'ai super mal au cervical. Ou alors je me sens beaucoup plus triste quand même que le mois dernier. Et puis c'est comme ça tous les matins. Dès que je me réveille, je suis triste, etc. Bon, ça, c'est des signes d'alerte par rapport au stress. Moi, ce que je vois le plus souvent au cabinet, pour donner des symptômes un peu précis pour les personnes qui viennent, juste déjà une accélération du rythme cardiaque, Mm. l'œil qui va avoir, enfin la paupière de l'œil qui va avoir tendance à sauter. Ça, c'est des signes qui sont bien souvent liés au magnésium, le magnésium qui s'épuise rapidement quand on est stressé. Quand on a ces premiers petits mais mini symptômes qui sont loin d'être graves, il faut penser au stress et pourquoi est-ce que je suis stressé et mettre en place des choses derrière. Quand on en arrive vraiment à des insomnies, à des troubles du sommeil, à une fatigue qui devient chronique, c'est que le stress il est déjà bien installé et qu'il a bien entamé le corps. Et là, du coup, c'est plus long en tout cas à se remettre de ce stress. Donc vraiment, au moindre petit symptôme, prenez du recul, prenez du temps pour vous, prenez cette minute importante dans la journée, buvez une tisane et, euh, et prenez et prenez conscience que ce stress, il est présent et qu'il faut que vous fassiez attention et que vous le preniez en charge. Oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment ça le message. C'est peut-être d'essayer de s'écouter un peu plus, de s'autoriser à s'écouter un petit peu plus. Et du coup, on sera dans la prévention du stress. C'est ça, Ça il ne veut pas faut dire qu'on s'écouter. l'évitera à 100%, mais en tout cas, on sera dans la prévention. Ouais. Mm. Bon, ok, on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que tu veux faire un petit mot de fin du coup, Laura? Bah, déjà, je te remercie pour ton invitation parce que j'ai trouvé ça très chouette comme échange. Je trouve que cet échange entre deux professions, elle est toujours riche en fait, que ce soit entre la naturopathie et la psychomotricité. Bah, moi, je fais de la réflexologie aussi, je ne l'ai pas dit dans ma présentation, mais je suis aussi réflexologue. Mais en fait, on peut vraiment échanger avec plein de métiers et c'est pas parce que vous irez voir un naturo que vous pourrez pas après aller consulter quelqu'un d'autre, un psy, une psychomotricienne, une sophrologue ou un sophrologue. Enfin voilà, laissez-vous aussi l'opportunité de choisir vos professionnels. C'est important d'avoir un feeling, de se sentir en confiance, de se sentir écouté. Vous venez déposer quand même des choses qui sont personnelles, intimes, et je crois que c'est vraiment important de se dire est-ce que je me sens bien avec le professionnel de santé et est-ce que je me sens écoutée et dans ma problématique. Voilà, ça c'est Mm. important. Bah, pour rebondir dessus, je dirais que chacun aussi a sa spécialité, on ne travaille pas de la même façon. Mm, Pourtant, ça permet d'avoir un travail global quand on travaille avec plusieurs professionnels et que vu qu'on n'agit pas sur les mêmes facteurs, on peut avoir un travail qui s'accélère sur la gestion du stress. Donc n'hésitez pas à vous renseigner autour de vous, à prendre des retours des différents professionnels que vous pouvez avoir autour de vous pour aller les rencontrer. Mais ne vous limitez pas à un professionnel parce que vous avez entendu dire que c'était lui qui faisait tout. On a tout, tous, toutes et toutes
toutes et tous notre vision, et c'est ça qui est beau dans le bien-être et dans la gestion du stress. Et puis, il n'y a pas de magicien ou de magicienne. Voilà. Donc, faites-vous confiance. Et je crois que ça, c'est important à dire aussi. C'est que on n'est pas des sauveurs. On accompagne, mais on n'est pas sauveurs. Et du coup, on n'a pas de baguette magique. On aimerait bien, mais on n'en a pas. C'est ça. La démarche vient de vous. Si vous venez consulter, c'est que vous savez que vous en avez besoin. Mm. Et le reste, ça vient de vous. Nous, on est là pour vous guider, mais, Oui, tout à fait. mais on n'est pas des sauveurs, comme tu dis. Bon, ok. Eh ben, on arrive à la fin cette fois, du podcast. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire votre retour sur ce podcast. Est-ce que ça vous a plu, cet échange que j'ai eu avec Laura? Est-ce que vous en souhaitez plus aussi? Et puis, je vous dis à bientôt pour du coup le podcast numéro 6 qui portera encore une fois sur le stress, mais cette fois le stress biologique et l'impact profond sur le corps, en passant bien sûr par les hormones, il ne faut pas les oublier, c'est ce que je préfère. Bonne fin de journée à tous. Merci Mathieu.